Вначале было слово. И слово было у Фригиды. И слово было драк. Alors France Gaulle, elle est bourgeoise, elle est paillette, elle est rétro. C'est aussi quelqu'un d'un petit peu mélancolique, mais c'est également une super-héroïne. О! А! У! Их! Ага-га! Так, Фригида. Добрая. Светлая. Остроумная. Энерджайзер. И, как говорится, спереди пионерка, сзади пенсионерка. Вот, наверное, это про нее. Чистоплотно, порядочно, ответственно, блестящая, талантливая. Достаточно. Quirky, c'est un mot que j'aime bien. Drôle, parce que j'aime bien que les gens m'aperçoivent comme étant drôle. Intelligente. Multitâche. Et un mot à choisir pour la personne qui me regarde. Он очень редкий, он безстыдный, безвеликанский. Мы встретимся у трактира и замямлем воспоминания. Как жаль, что я люблю этот медведь. Мне не плевает, что я люблю очень, и тут медведь. Salut, je suis Miss André, nous sommes ici à Paris, à côté du Panthéon, à la Sorbonne, mais à côté du Panthéon. Et voilà, moi je suis étudiant ici à Paris, je suis étudiant en mathématiques. Oui, je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et si vous n'avez pas vu, moi je suis aussi drag queen et je vais parler un peu de moi, je vais parler un peu de la culture ici à Paris, comment ça se passe et j'espère que vous aimez ça. Je suis en dernière année de mon master en maths de la modélisation à la Sorbonne et je pense que c'est assez intéressant. Enfin, souvent quand je dis aux gens ce que je fais hors drag et tout ça, et c'est assez surprenant pour eux, donc ils doivent souvent me demander deux fois « Ok, oui, c'est sûr que c'est ça que tu fais ». Et je pense que c'est très cool enfin, d'avoir deux mondes qui ne se rapprochent pas tout le temps. Moi, soit je suis venu ici à Paris de Trinidad et Tobago pour faire mes études en maths. C'était en 2016 que j'ai commencé ma licence ici. Et du coup, j'aime bien être ici, du coup, je suis resté ici pour faire le drag. C'est pas trop facile de faire le drag en Trinidad. Par exemple, ici en France, il y a souvent quelques reportages, il y a des drag queens parfois qui se passent à la télé, mais je n'imagine pas que ça peut passer prochainement
entre candidats, c'est juste que c'est vraiment, vraiment cache-cache la façon dont on fait les choses, surtout par rapport au sujet LGBTI+. Ici, je me sens à l'aise. Les gens sont trop polis. Je suis allée dans le bus ce matin. Les gens m'ont vu et les gens, je sais qu'ils m'ont vu, mais je sais en même temps, ils ont évité de me regarder. Enfin, en essayant d'être respectueux. Non, la culture anticoloniale, ça va être que les gens viennent vraiment, ils me regardent vraiment, genre, comme ça, pendant très longtemps. Ensuite, ils vont venir me discuter, donc pourquoi tu fais telle ou telle chose, et enfin, me lancer des insultes, des choses comme ça. Je sais qu'en drague, enfin, de façon générale, il y a souvent des agressions. Moi, je peux dire, heureusement que j'ai pas eu de choses comme ça. La pire chose que j'ai eue, c'était, il y avait une personne qui m'a crié PD, et je dis, oh, dans ma tête, ok, oui. Et c'est genre, ok, oui, c'est pas une surprise, quoi. Moi, j'ai commencé à faire le drag pour des raisons banales. J'ai commencé à binge-watch RuPaul's Drag Race et quand j'étais, je pense peut-être au 4e saison, je me suis dit, peut-être je peux faire ça moi-même et ça va être cool, ça va être intéressant. My fellow Americans, the time has come for America's first drag queen president. La toute première fois, je suis allé, il y avait un drag show qui s'appelle, ou qui s'appelait, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelle le Drag Me. Je suis allé là parce que j'avais tellement envie, je voulais y aller. Je me souviens que j'ai vu sur Twitter, il y avait des organisateurs et organisatrices qui disaient ok oui, il va peut-être avoir des gens de Drag Race là, et du coup j'ai pensé ça va être très intéressant, mais pour moi en soi je suis juste arrivé. C'était intéressant parce que je suis arrivé à l'heure, donc ça c'est la première fois que j'ai fait. En fait les drag queens sont souvent pas à l'heure. Donc, c'est la première fois que j'ai fait, je suis arrivé à l'heure. Je suis allé dans le bar et j'étais un peu trop timide, j'étais à moitié maquillée, j'avais pas mon perruque, tout ça. Donc, j'ai demandé gentiment au bar, ok, est-ce que je peux m'habiller quelque part? Et ils étaient très sympas avec moi, ils m'ont laissé m'habiller dans une salle derrière. Et c'était cool parce que là-bas, j'ai pu rencontrer des drag queens qui à l'instant n'étaient pas trop sympas avec moi, mais en ce moment, je pense qu'ils sont pas des très bons amis, mais des amis, on dirait. Moi, mes Sandré, en fait, c'était juste... moi, c'était seulement quand j'ai commencé ma toute première performance que j'ai vraiment décidé ce que allait être ma personnalité en drag, en fait. Parce que souvent, quand on fait nos premières performances, c'est souvent demandé qu'on écrit un petit descriptif de nous-mêmes. Du coup, moi, j'ai dû réfléchir, ok, oui, qui est vraiment Miss Sandré? C'est pas juste une personne qui va mettre du maquillage et des perruques et tout ça. Ensuite, je me suis rendu compte que vraiment, c'est la personnalité que moi, je veux être de tous les jours, un peu. Et voilà, c'est un peu ça. C'est juste la personnalité que moi, je veux être de tous les jours, que je peux pas faire parce que, je sais pas, il y a la peur derrière dans ma tête qui me dit non, il faut pas faire ça, il faut pas agir comme ça, toutes ces mauvaises choses. Quand j'étais petit, j'avais des bonnes notes en classe et du coup tout le monde m'harcelait un peu à cause de ça. Et du coup, à un instant, j'avais envie juste d'agir comme une personne bête qui savait rien faire, qui était un peu juste stupide tout le temps. Et du coup, il y avait un caractère dans Friends, Phoebe. Et parce qu'elle est vraiment, elle a l'air d'être en termes blonde, mais parfois elle dit des choses, oui, on se rend compte, ok, oui, elle est très intelligente en fait. Et du coup, c'est ça pour moi. Je veux juste être la personne qui est... Je donne l'impression d'être stupide, mais je suis pas vraiment stupide. Me centrer, c'est juste ma personnalité, mais pour elle, c'est juste que la perruque, le maquillage, les vêtements, les talons, tout ça, ça me donne confiance d'être qui je veux être de tous les jours. C'est un peu comme je sais pas, le déguisement d'un super-héros, je sais pas, mais c'est vraiment c'est vraiment moi. C'est vraiment moi, soit on peut dire l'origine de moi, ou soit on peut dire une extension de moi. Mais il n'y a pas de doute que c'est vraiment ma personnalité à moi.
Всем привет! Меня зовут Фригида, в миру Сережа. Сейчас мы находимся в Москве осенью 2020 года. За моими плечами возвышается моя альма-матер, а именно МГУ имени Михаила Васильевича Ломоносова. Добро пожаловать! Учился я на филологическом факультете и в бакалавриате, и в магистратуре. При этом поступил я на отделение западноевропейских языков и литератур, выбрав при этом основным языком норвежский язык, потому что в 2013 году хотелось экзотики. Это, так сказать, экзотика витала в воздухе. Для меня экзотика — это было что-то северное, что-то такое далекое, но в то же время близкое. Позже я решил продолжить свое обучение на филологическом факультете, углубив свои знания, поступив на магистерскую программу «Скандинавские языки и проблемы перевода», решив таким образом немножечко покопаться в таких тонкостях перевода, поплести кружева, собственно, чем я сейчас и занимаюсь. Я преподаю норвежский язык и иногда перевожу тексты различного характера и содержания. В клубной индустрии, как правило, все мы друг друга называем травести-артистами, иногда, конечно, драг-артистами, но все-таки понятие травести более распространено, хотя бы исходя из того, что неологизм драг все-таки еще не до конца укоренился в русском языке, и русское ухо просто-напросто привыкло к понятию травести, поэтому, в принципе, такой термин по отношению к артистам моего жанра вполне себе допустим. Изначально термин с ударением на последний слог, то есть травести, пришел к нам с театральных подмостков. И, опять же, мы можем прочитать в любом словаре, что травести — это роль, предназначенная для исполнения, соответственно, переодетым лицом другого пола. Травести или female impersonators — это все лишь одна часть, один сектор, сегмент такого широкого понятия, как драг. Артист не ограничивается каким-то одним амплуа, а пытается, пробует, экспериментирует и таким образом действительно занимается драгом. В русской литературе мы можем вспомнить и некоторых персонажей, которых можно было бы отнести к травести. Опять же, «Война и мир». Мало кто, наверное, вспомнит шута Настасью Ивановну, вполне себе цисгендерного мужчину, который играл шута в женских тряпках. И даже в экранизации я помню этот кадр, где Настасья Ивановна говорит «я сам сусам». Ну, Настасья Ивановна, ты только топай зверя, тебе Данила задаст. И я сам сусам. Или же «Собачье сердце». Вспомним эту делегацию, которая пришла к профессору Преображенскому, и в ее составе, помимо Швондера, была еще такая госпожа Вяземская, которую всегда путали с мальчиком и с девочкой. И непонятно, кто это был, такой мистический юноша персикового цвета. Во-первых, мы не господа. Во-первых, вы мужчина или женщина? Какая разница, товарищ? Клубная культура драга не имеет такой богатой истории, как это было на Западе, в США. Опять же, обратимся к фильму «Париж в огнях», когда драг-артисты, транссексуалы, трансгендеры соревновались друг с другом за право быть королевой ночи и так далее. Все это было в подполье. Из подполья окончательно драг в Штатах вывел RuPaul. Это очевидно. У нас же драг до сих пор находится в полузаконсервированном состоянии, к сожалению. Мы не можем полноценно довольствоваться всеми плодами западной цивилизации и не можем сказать, что мы, опять же, свободны в самовыражении. Но, тем не менее, массы людские могут не воспринимать клубный драг, но сами перевоплощения, образы,
в которых есть элементы драга, в принципе, воспринимаются на ура. Но вспомнить уже Верку Сердючку или же канонические наши травести-образы из фильмов, как то «Здравствуйте, ваша тетя», или же Труфальдина из Бергама. Да и, господи, в 1909 году актер по фамилии Лангфельд исполнил роль колдуньи в «Вии» в 1909 году, еще при царе, скажем так. И вот эта театральная или карнавально-бальная традиция известна с давних времен. Опять же, известны и капустники, и какие-то квартирники, сходки у великих мира сего. Известны байки, как Лужков на даче у себя проводил такие балетные перформансы, надевали бюсты, пачки. И все это было прекрасно, весело и не вызывало никакого отторжения. Драг вот в его вот таком самом широком значении, в широком понимании, как простора для экспериментов, драг возможен в России. И все, я думаю, сложится прекрасно в скором времени. Естественно, корнями все уходит в глубокое детство, когда, наверное, все мы приобрели какие-то мамины туфли, платья, юбки и так далее, и пытались что-то вот изобразить под музыку «Ксюша, Ксюша, Ксюша» или «Леха, Леха, Леха» или что-нибудь подобное. Был такой случай лет в 10. С 10 лет я увлекаюсь фигурным катанием, ну, как зритель, естественно. И меня зачастую не устраивало музыкальное сопровождение, под которое, собственно, катались артисты. Точнее, маленький тогда Сережа, отключал звук, включал какую-то кассету с веселой музычкой, смотрел таким образом выступления артистов под вот эту вот веселую музыку. И если мне что-то не нравилось, я старался их поучать. Естественно, я визуально, этот Сережа, вставал на место партнерши и пытался как-то вот показывать, липсинковать, потому что музыка моя была со словами, как фигуристка должна вести себя на льду и как она должна интерпретировать музыку. Но если мы говорим о полном драге, полном образе, когда я перевоплотился с париком, с подкладками, нужный мейк, такой прямо классический драговский образ, то это, наверное, 16-й год, Хэллоуин. Собственно, тот единственный праздник, когда травестия официально разрешается. Дело было в общежитии. Ничего умнее, чем перевоплотиться в образ Мартиш Адамс, мне не пришло в голову тогда, но, соответственно, и одежды не было какой-то интереснее. Нашел какую-то юбку в пол, кардиган, что это было, болеро, уже не помню, длинный черный парик, сделал красные губы, глаза повыразительнее, ну, соответственно, все наши общажные ребята немножко подофигели. Кто-то принял очень хорошо, кто-то аплодировал, для кого-то это явление оказалось совершенно в новинку, они не знали, как реагировать. Потом я поехал на любимую мной вечеринку Клумба, на которой я пробовал несколько еще таких фрик-полудраговских образов, начиная с 2015 года. И поехал я на Клумбу почему-то, не знаю, что меня укусило, почему именно я поехал на метро, но тем не менее. Вот. Там произошел неприятный инцидент. С тех пор я езжу в драге только на такси, либо на фуникулере, господи.
Bonjour, du coup je m'appelle Antoine, je vis actuellement à Paris et je suis drag queen. Maintenant dans la vie je suis graphiste textile, c'est-à-dire que je dessine tout ce qui est imprimé et broderie en fait, vraiment la partie design pour le vêtement. Alors j'ai découvert le drag comme beaucoup de jeunes drags aujourd'hui, c'est-à-dire j'ai découvert le drag via l'émission RuPaul Drag Race. Et en fait au début j'ai pas du tout apprécié cette émission, j'ai pas du tout aimé le côté télé-réalité en fait, donc je me suis pas du tout ouvert à la partie artistique du drag. Et au fur et à mesure que j'ai commencé à regarder un peu plus, je me suis effectivement rendu compte qu'il y avait vraiment une partie très artistique et qui m'a beaucoup touché. Et au final j'ai été allé voir une première performance drag, c'était Sacha Velour à Paris. Et j'ai eu un coup de cœur absolu quand j'ai vu ce qu'elle a présenté sur scène et ça m'a donné envie en fait pourquoi pas de me lancer. Le fait d'avoir fait des études de stylisme t'aide vraiment à proportionner ton drag, à essayer de construire ta silhouette de façon assez rapide et le fait de cultiver un univers personnel ou en tout cas un univers artistique depuis longtemps, parce que moi en tant que styliste t'es obligé de t'intéresser énormément à plein d'aspects artistiques très différents, que ce soit l'art contemporain, même l'architecture, la mode, ça permet en fait d'avoir une base solide en fait pour ce que tu veux donner à ton drag, pour ce que tu veux lui transmettre en fait. Et du coup je suis inspiré souvent par des séries, beaucoup de films des années 2000 un peu drôles où tu as aussi un côté très très beachy et en même temps il y a aussi un côté un peu mélancolique. Donc je mélange un petit peu ce côté un peu beachy, un petit peu très féminin, très exagéré on va dire, accentué à l'extrême, et un côté un peu plus rétro, plus mélancolique. J'adore toutes les coiffures des années 60, 70, c'est vraiment une énorme source d'inspiration pour moi. Je suis complètement cisgenre, c'est-à-dire que je me sens homme à 100% en fait dans ma vie, j'ai pas de doute par rapport à mon orientation sexuelle et par rapport à mon genre. En revanche, c'est plus le fait de faire du drag en fait m'a permis d'accepter ma féminité en fait. Donc je sais que cette féminité elle est là en moi, c'est-à-dire en fait je sais qu'elle est là, je sais que j'ai toujours eu un goût en fait pour le féminin, parce que j'ai toujours été fasciné par les personnages féminins. Quand je regardais une série ou un dessin animé, je n'en avais que pour les filles en fait, j'ai trouvé plus drôle. Quand j'étais petit, si tu me demandais ce que je préférais entre Dragon Ball Z et Sailor Moon, mais évidemment que c'était Sailor Moon, c'était magnifique, elles se battaient, c'est bien plus drôle quand les filles se fight. Et d'ailleurs, cette féminité elle a toujours été là. Sauf que quand t'es un garçon dans les années 2000 et que tu commences à te rendre compte qu'en fait tu aimes les garçons, et ben il y a toute une injonction à la société à ce que tu restes absolument viril, à ce que tu sois un mec comme il faut être, avec de la barbe, qui fait du sport. Oui, alors ok, il est homosexuel, mais il faut quand même qu'il s'hétéronormalise un petit peu sur le reste. Et je pense que j'ai été typiquement la personne qui a un peu souffert et qui a un peu, qui s'est un peu construit avec ça dans la tête. Et le jour où j'ai commencé à faire du drag, je me suis rendu compte que en fait, j'avais un problème avec ma propre féminité, parce que j'avais du mal à me lâcher en fait. Et au final, ce qui est super, c'est que maintenant que je fais du drag, je me sens encore plus homme, enfin je me sens encore mieux en tant que mec, parce que justement j'ai appris à apprécier et en fait à me dire qu'il n'y a aucun problème à avoir du féminin dans le masculin en fait. Le drag en fait, vous allez plutôt créer entre guillemets un personnage de vous-même, vous allez jouer avec les genres, vous allez les questionner, vous allez les pousser à l'extrême, et donc c'est une expression très artistique, très théâtrale en fait, c'est pas du tout sexualisé, en tout cas moi dans ma définition je ne sexualise pas ma drague en fait, elle est vraiment à vocation artistique. Il y a beaucoup de gens en fait qui pensent que c'est homme vers femme, femme vers homme et c'est tout, en fait non, si vous vous intéressez à la communauté LGBTQI, c'est beaucoup plus subtil que ça en fait. Il y a des personnes qui vont se définir comme non-binaires, des personnes qui sont transgenres. Encore une fois, ça ne détermine pas votre drague à la fin. Ça, votre genre, votre identité genrée de base, en fait, vous allez ensuite l'amener vers le drag que vous souhaitez. Donc il n'y a pas de limite là-dedans. Tu abolis totalement toute ta timidité ou toutes les choses, toutes les constructions sociales, on va dire, que ton moi garçon, on va dire, est soumis, parce que quand on est un mec, on a toutes ces... tout comme la féminité, la masculinité, elle est un peu préconçue par la société sur certains aspects en fait, et quand tu fais du drag, tu t'affranchis totalement de tout ça. Moi, quand je me rase la barbe et que je commence à me maquiller, en fait, au fur et à mesure, tu abandonnes en fait tout ce pourquoi les gens voient Antoine, et c'est France Gaulle qui va un peu sortir, et au final... ça t'enlève plein de limites et plein de choses que tu t'autoriserais pas à faire dans la vraie vie, là tu peux les faire. Et les gens ils vont réagir via ton personnage. Vous jouez avec votre genre, vous les transcendez, vous vous amusez artistiquement avec, vous voulez peut-être faire rire, vous voulez peut-être faire pleurer, vous voulez amuser, questionner, choquer. Déjà quand tu débutes dans le drag, il faut quand même savoir que c'est effectivement un milieu
Enfin, c'est une communauté en fait, donc ça dépend si tu souhaites commencer via une drag mother, c'est-à-dire si une personne va accepter en fait de te mettre en drag pour la première fois et donc va devenir ta drag mom ou ta drag mother, ou alors si tu souhaites te lancer seul. Moi pour le coup je me suis lancé tout seul, donc ce qui a été le plus difficile c'est aussi de comprendre un petit peu tout l'aspect make-up et d'arriver à créer un personnage assez rapidement. Entre guillemets, ce qui est important aussi en fait dans le drag, c'est de comprendre la globalité du drag. Le drag, c'est pas juste des paillettes et du maquillage. En fait, le drag, c'est aussi... il y a une histoire avec le drag. Il y a un combat derrière, il y a tout un aspect militant et politique. En fait, quand vous faites du drag, c'est un acte politique déjà de base. Donc en fait, on peut pas arriver dans le drag en se disant simplement je vais mettre des talons et des paillettes et 2 fossiles et puis ça y est, je suis drag queen. Bonjour à tous, je suis France Gaulle et bienvenue dans les marais salants de Guérande et du Pouliguen. La première fois que j'ai découvert le drag, en fait, c'était sur une scène parisienne. Ce jour-là, quand j'ai vu ce qu'en 3 minutes un artiste pouvait rendre sur la scène et à quel point il pouvait, développer toute une émotion ou tout un humour, en tout cas quelque chose qui t'emmène dans ton univers en 3 minutes, j'ai dit bon, peut-être c'est le moment d'essayer quelque chose. Et puis j'ai eu cette opportunité où donc une amie à moi travaillait pour une ONG et ils m'ont invité à mixer sur leur char. Et à partir de ce moment-là, moi c'est la première fois, j'avais ce projet du coup de devoir mixer sur le char d'Amnesty International et je me suis dit j'aimerais vraiment le faire en drag parce que c'est la Pride, c'est une journée de célébration, ça me permettrait aussi de voir la Pride différemment et puis ça m'a toujours intéressé en fait. Sauf que je me suis dit ok, le seul problème c'est qu'il faut pas que tu voles la place de quelqu'un d'autre parce que le drag c'est un vrai taf et moi je suis quelqu'un, comme je bosse dans le milieu artistique, j'ai un profond respect pour les gens qui sont investis dans leur art, qui essayent de se battre pour en vivre et donc je me suis dit si tu dois monter sur ce char, être DJ et te montrer face à une foule en drag, il faut que tu gères, il faut que ta première fois en drag, il faut que tu arrives à sortir quand même quelque chose de si qualitatif. Donc j'ai bossé, alors vraiment, mais jour et nuit, entre les tutos, le make-up, le machin, comprendre les poudres, les trucs, les étapes, les machins. C'était un enfer. Enfin, j'ai vraiment passé, ça m'a coûté une relation, quoi. Et du coup, j'ai vraiment travaillé à peu près 3 mois en amont, day and night, pour arriver à comprendre un petit peu comment tu montais un make-up, comment tu changeais un peu tout ça. Et le jour J est arrivé et ça s'est extrêmement bien passé, ça a été une super première expérience. J'ai évidemment commencé le drag à Paris et en fait c'est un petit peu, j'ai envie de dire que c'est un peu lié à la question même de l'homosexualité ou simplement de la différence en fait dans les milieux ruraux en France. Quand tu es quelqu'un de différent en fait, mais c'est même pas forcément par rapport à ton orientation sexuelle ou ton genre, tu vas forcément être ramené dans ces milieux-là à être un petit peu rejeté. Et moi je sais que d'expérience j'avais besoin aussi de monter à Paris pour pouvoir m'épanouir en tant que jeune homosexuel et en tant que personne qui aime aussi toute la partie artistique pour avoir des opportunités. Donc je n'ai pas vécu en fait, j'ai eu la chance quand même d'avoir une adolescence assez protégée et je n'ai pas vécu en fait le fait de vivre une différence aussi marquée ou en tout cas un esthétique aussi fort que le drag dans un paysage rural. Donc j'ai eu la chance de le vivre à Paris et déjà à Paris j'ai eu quelques expériences un petit peu négatives, mais j'ai effectivement vécu des situations un petit peu gênantes, des gens qui ont des gestes un petit peu déplacés, notamment souvent des hommes qui viennent te voir, qui te proposent de l'argent, qui te confondent avec une travailleuse du sexe. C'est des gens qui vont pas comprendre en fait l'aspect artistique et qui vont tout de suite voir c'est un mec qui s'est transformé en femme donc c'est sexualisé, et en fait pas forcément, c'est vraiment à but artistique. Donc en fait souvent les gens vont s'arrêter sur la partie physique, esthétique, parce que c'est une transformation effectivement assez aboutie, assez extrême, et donc moi j'ai déjà eu des chauffeurs Uber qui m'ont fait des commentaires pas très positif, ou alors tout simplement un chauffeur Uber qui m'a vu arriver en drague en sortir de mon appartement et qui a claqué la porte et qui est parti, qui a taillé Fissa. Et par exemple, dans la rue je suis passé, une femme est sortie du restaurant, elle a fait oh mon dieu mais qu'est-ce que c'est que ça, comme si j'avais insulté sa féminité, forcément j'étais plus belle qu'elle. Et à côté de ça on a eu aussi des gens qui nous ont proposé de l'argent, qui ont commencé à nous insulter de loin sur un trottoir. On était une bande de drague donc ça allait, mais après j'ai eu la chance que personne pour l'instant ne m'agresse vraiment physiquement ou je n'ai pas eu j'ai pas eu de mauvaise expérience en ce sens-là, mais on sent la tension, on sent les gens que ça dérange. Привет! А меня зовут Петя, и в чемодане у меня расчлененка. Давайте попробуем дойти до теплого местечка и попробовать ее собрать. А может быть там матрешка, она тоже собирается и, быть может, что-то у нас получится. Я травести-артист, драг-квин, московский.
Переезд в Москву состоялся не с первого раза, а с третьего раза. Бог любит троицу, вот и я первый раз приехал на разведку, второй раз, а третий раз уже я окончательно перебрался в Москву 16 лет назад. У меня здесь бабушка родная жила, мы просто с мамой гостили в детстве, и поэтому я Москву считал городом мечты. Когда я перебрался в Москву, меня Москва встретила свободой, свободой выбора, свободой действий. И, конечно же, ни от кого помощи я не ждал, и никто не хотел помочь. Но были горящие глаза, я был интересен людям, конечно же, как артист. И этим я взял. И, конечно, были большие планы, как и сейчас. Москва принимает дружелюбно, но смотря тут каждый район по-своему дружелюбен. И были года более дружелюбные. Сейчас как-то народ, возможно, из-за всяких поправок, законов, народ, конечно же, все на это клюет, и на артистах это тоже сказывается. Вообще Москва дружелюбный город для артистов любого жанра. Здесь можно раскрыться и найти каких-то единомышленников. Но это, конечно же, кому-то везет сразу, кому-то не сразу. Драгом я занимаюсь больше 15 лет. Я с детства имел стремление к выступлениям, к проявлениям публичности. Но был очень стеснительным ребенком. Как-то в детстве там и кукольный театр у меня был, и какие-то представления делал для мамы, для каких-то соседей. А потом со временем по телевизору я увидел нечто подобное, и, конечно, это как-то мне в голову засело и не ушло, и потом я решил воплотить в жизнь, не то, что я увидел по телевизору, а что-то свое, что-то интересное. Это произошло в Омске, гала-дискотека «Маяк», это начало 2000-х или конец 90-х, как раз такое разгульное время. Были казино, там в казино женщины с перьями, с голыми сиськами, а мы рядом гала-дискотека «Маяк» для всех тех, кто хочет поблевать. Большая дискотека гала, это значит, и там я работал официантом. Там была большая сцена, и там было какое-то шоу. Там пародисты приезжали, там местный театр пародии выступал. И выступали гоу-гоушники, так, я не знаю, сейчас называют, нет. И я стал там гоу-гоу танцевать, я и официантом работал, гоу-гоу. А потом я решил предложить программу, тематическую там. Для того времени это было круто. «Карнавал в Рио-де-Жанейро» мы назвали. Сделали афишу свою. Там были у нас номера травести. Зал очень хорошо принял, несмотря на то, что Омск город не самый у нас образованный. И дискотека не самая у нас культурная была. И все прошло хорошо. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. И пришлось искать себе место как артисту в других клубах.
омских, и у меня это получилось. А себя я всегда позиционировал как артист синхробуфонада. Потому что у нас народ немного туповатый и диковатый. А так, если написать в афише «Артист сегодня выступает в жанре синхробуфа где-нибудь в Костроме», то, конечно же, народ не испугается и все придут позырить. Я выступаю обычно не на кухне у себя, а там, где люди хотят устроить себе праздник. Это какие-то корпоративы, гастроли, мероприятия выездные, клубы. Бывает так, что выступаю на концерте какого-то артиста на разогреве. Да. Раньше я с Шурой работал, когда он еще был, он и сейчас в здравии, но когда он был в таком великолепном здравии, мы сотрудничали. Ближайшее окружение — это знакомые мои. Конечно, они знают, они принимают, они поддерживают, всегда скажут правду. А мама моя, я ее всегда ограничивал. Зачем маме знать что-то, что я не хочу рассказывать? Мама знает, что я творческий человек, да, она умный человек еще к тому же, и она не лезет в мою сценическую жизнь. К выступлениям я готовлюсь очень ответственно, кропотливо, с расстановкой и на трезвую голову. Такое случается, что я забываю, что нужно было сделать в номере. Я думаю, и певцы забывают слова, и тоже как-то там выкручиваются из положения, там это балкончик, или там а ну, подхватили, на. И я таким же образом просто включаю какой-то моторчик и делаю импровизацию. Импровизация лучше всего, она идет. Я вообще всем советую, всем артистам делать сплошную импровизацию, вообще не готовить никакие номера. Это зависит от таланта, конечно, артиста. Самый любимый мой образ — это тот, который еще не родился. То есть тот, который вот-вот родится, вот-вот на подходе. Уже вижу, идет. Но еще его никто не увидел. Как мне объясняли, если в трагедии есть минутка комедии, то это будет самая успешная трагедия. Так что если я сделаю такой номер, это будет, наверное, самый лучший номер в драке. Как поется в песне старой: по утрам, надев трусы, не забудьте про часы. В нашем случае: по утрам, надев часы, не забудьте про трусы, выходя на сцену. Итак, мы надеваем трусы легким движением руки, ненавязчиво мы организовали рассаду. И надо закрепить момент волшебной булавкой, которая есть всегда под рукой. Никогда не раздавайте свои булавки, потому что булавки обычно не возвращают. Дрожащими руками мы это делаем. Да, надо еще проколоть наши трусы. Да, все, райское наслаждение. Все, вот так. Все, вроде бы по центру. Так, а теперь надо еще сверху вот сюда два вот этих набалдажника. Но самое главное,
ненавязчиво, чтобы в один прекрасный момент взять и оторвать их. И все будут в экстазе, все будут визжать. Все любят, когда у артисток что-нибудь отрывается или отваливается. Это рубрика «Очумелые ручки». Так, ну, я думаю, выдержит у меня. У меня очень прочный стежок. В танце проверим. Je pense déjà que je voulais faire du stand-up à propos du fait que je parle pas bien français parfois. Enfin, je parle bien français, mais je pensais à faire du stand-up à propos des fautes que je fais dans le français ou des mots que j'aime pas ou les choses que j'aime pas dans le français, par exemple. J'ai déjà dit lors d'un bingo en fait que j'aimais pas le numéro 80 en français parce que ce n'est pas logique d'avoir 80. Parce que pourquoi pas, il y a 80 déjà, ça marche très bien et voilà. Parfois, je ne sais pas si les gens français vont trouver telle ou telle chose drôle comme moi je le trouve drôle en fait. Je pense que c'est l'humeur autodérisive peut-être, de l'autodérision plutôt, où on s'insulte en faisant des blagues et je pense que ça c'est vraiment une chose qui est plutôt britannique de faire. En même temps, il y a aussi l'humeur qui est un peu plus, et je pense que ça c'est mon type d'humeur qui est très très sec quand je dis ça et je pense que ça c'est une chose un peu plus anglais, c'est pas une chose qui est vraiment, mais parfois c'est une chose qu'on dit avec un sarcasme ou de l'ironie très pointée. Souvent, ce que je fais dans mes blagues ou plutôt dans mon stand-up, c'est que je raconte mes expériences. En fait, je peux pas réfléchir à ça, mais je pense que dans tout le stand-up que j'ai fait jusque-là, j'ai raconté des expériences qui me sont passées, mais j'ai essayé juste de tirer la partie drôle de ça, en fait. Sauf une fois où j'ai fait une impersonnation, une imitation de Marine Le Pen qui n'est pas très bien passée. Déjà, je ne ressemble pas à Marine Le Pen. Et en plus de ça, j'ai essayé, mais je ne pouvais pas très bien imiter sa voix. Mais je pense en soi, les blagues étaient drôles, c'est juste... Voilà. Comme moi, une personne qui est noire et étranger, qui imite une personne qui est je peux pas dire qu'elle est raciste, mais qui est très probablement et qui a beaucoup de politique qui est contre les étrangers.
Oui, mais peut-être que vous avez pu remarquer, j'ai un accent. Je suis pas de Paris. En fait, je viens de Nice. Alors, pas vraiment. Pas vraiment, mais en fait, les gens m'entendent parler, ils pensent soit je suis américaine ou anglaise, mais en fait, je suis juste un peu bête. Mais c'est pas grave, c'est ok, tout le monde est juste un peu bête. Oui, sinon, si je parle pas du tout, parfois les gens pensent que je suis des autres choses, par exemple cubaine ou brésilienne, pas comme mes cheveux. J'ai acheté ça à la salle de bain. Oui, ou même hawaïenne. Vous connaissez la pizza peut-être? Moi, j'aime pas trop, du coup, je connais pas. Je la calcule pas, comme vous disiez. Oui, mais sinon, en fait, je viens de Trinité et Tobago, en pays. C'est le racisme. Et oui, c'est parce que c'est intéressant. Parfois, je vois des gens, par exemple, je suis allé chez quelqu'un pour jouer aux échecs, pour faire cache-cache avec le magasin, pour goûter du yaourt. Vous savez ça, le yaourt? Et du coup, je suis allé chez quelqu'un pour faire ça. Et ensuite, ce qui s'est passé, il m'a demandé tu viens? Donc, j'ai dit je viens. Ensuite, il me sort son téléphone. Il regarde la page Wikipédia et il commence à me poser des questions sur notre histoire coloniale. Et j'ai dit comme vous, quelle ambiance en fait. En fait, la seule chose que vraiment ma famille et ma mère ont vraiment dit non, il ne faut pas faire ça, c'est l'homosexualité. Parce qu'à part ça, par exemple, ils n'ont jamais dit une chose, il faut être médecin ou il faut être avocat, une chose comme ça. Bon, ils me soutiennent dans toutes les autres choses que je fais. C'est juste ça, c'est bizarre en fait. Maintenant que je le dis à voix haute, c'est un peu bizarre que ça c'est la chose où je pense que peut-être qu'ils ne vont pas me soutenir vraiment. Il y avait une fois, je me souviens avec ma grand-mère, il y avait une fois, on regardait ensemble quelque chose sur la télé, je lui ai dit « Ah oui, j'aime beaucoup les cheveux de ce garçon. » Et ensuite, mon père, il est entré dans la salle et elle a dit « Oui, tu sais, Adam, il aime bien les cheveux de ce garçon dans une façon très... dans cette façon. » C'est une chose qu'on dit souvent à des gens quand ils veulent faire leur coming out à des gens. C'est je veux avoir une stabilité financière dans ma vie pour ensuite, si jamais il y a quelque chose qui ne se passe pas du tout bien, alors que je doute vraiment que c'est le cas, je veux juste avoir une vraie stabilité financière pour dire ok, oui, ok, même si ça se passe mal en fait. Je pense que je vais pas faire un vrai coming out, je vais juste envoyer une photo à ma grand-mère. Oui, tu as pas vu, je suis belle, une chose comme ça. On peut montrer qu'en fait, qu'on a du succès, qu'on a de la réussite dans ce qu'on fait. Même si c'est pas quelque chose qu'eux, ils voulaient qu'on fasse. Déjà, j'ai des ambitions séparées. L'un, c'est de faire un drag show entier, c'est-à-dire plutôt avec la musique entière et caribien. L'autre chose que je voulais faire, parce que j'ai vu qu'il y a des autres drag queens qui le font, c'est vraiment un spécial de stand-up où c'est que moi qui parle et pendant une heure, une chose très très étendue. Par rapport à la fait d'être non-binaire, ça veut dire juste vraiment de ne pas se mettre dans les deux cases binaires de la société par rapport aux gens, de ne pas se définir vraiment comme un homme ou une femme. Ça existe dans de nombreuses cultures, dans des anciennes cultures. Par exemple, en Inde, il y a des gens qui s'appellent Hidra, qui sont considérés comme le troisième genre. Il y a aussi dans les cultures des Américains natifs aux États-Unis, en culture des personnes qui s'appellent Two-Spirit. Et donc, une personne qui, je pense que
je suis pas sûr, mais je pense que l'idée, c'est le concept d'avoir l'esprit d'un homme ou l'esprit ou l'âme d'une femme et d'un homme en même temps. Quand je commençais à faire le drag, c'était juste pour m'amuser à un instant, mais petit à petit, je me suis rendu compte, c'est quoi la différence pour moi d'être un homme et d'être une femme? C'est pas ce qu'on a entre les jambes, mais c'est notre sentiment, c'est ce que nous avons dans notre âme en fait. Et pour moi, ce que j'ai dans mon âme, c'est pas une chose, c'est pas homme, c'est pas femme, peut-être c'est bleu ou peut-être c'est un carré. Il y a aussi un compte Instagram que j'ai vu, pas Instagram, sur Twitter que j'aime beaucoup, il y a qui s'appelle Gender of the Day et à chaque fois c'est juste the gender of the day is birds squawking loudly parce qu'on doit se considérer c'est quoi être un homme, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme. C'est juste des définitions arbitraires en fait que nous avons données. Pourquoi ça c'est un t-shirt? Parce qu'on a défini un t-shirt comme ça. Et donc, pourquoi je ne peux pas définir un aspect aussi personnel de moi-même comme une chose? Pourquoi je devais définir ça dans les confines de ce qu'a donné la société, en fait? Катя Пушкарева с детства, когда все мы смотрели телевизор в нулевые, стала моим самым любимым персонажем. И я, так же, как и она, хотел мальчиком еще окончить МГУ с отличием, что у меня и получилось. И, опять же, быть, возможно, недооцененным персонажем, но, в принципе, вполне себе стоящим внимания избранных людей. Я проинтерпретировал этот сериал, этот образ по-своему, пригласив самого лучшего танцора в мире, радость любой артистки Джулиана, который, собственно, и был моим Андреем Павловичем. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, если в сердце живет любовь. Когда я выступал на Хэллоуин, нашел наш световик и сказал: Сереж, какой же ты все-таки разный сейчас в мужском обличии и во фригиде, в драге. Просто небо и земля. Хотя я этого не ощущаю. Мне кажется, что во фригиде я становлюсь, наверное, лучшей версией самого себя. Самые близкие друзья, знакомые знают и принимают, а те, кто не принял в свое время, ну, с теми мне пришлось распрощаться, поскольку драк в моей жизни стоит на главенствующих позициях. И я не могу обходить эту тему стороной в разговоре с людьми, которые, возможно, любят меня как Сережу, но вообще не хотят видеть фригиду. Ну, извините, ребят. Значит, нам с вами не по пути. Мои однокурсники знают, конечно, не все, но с теми, с которыми я достаточно тесно общался, да, знают, поддерживают, ну, ни одного негативного отзыва. Даже когда вот у нас была стажировка в Бельгии, у меня просто второй язык нидерландский, мы были
с несколькими моими одногруппниками. Я там был в драге, там был прайд в Антверпене. То есть все было потрясающе. Но опять же, чем более образованный человек, не знаю, чем он вот, способен понять какое-то культурное явление и так далее, тем проще всем. И мне повезло, что я именно вот вырос вот в этой академической среде, где все принимается. Если это презентуется в достойном виде. Dragshow. Et show hvor menn kler seg ut som kvinner. Den moderne fantasiverden med sexdyrkelse og dragshow. Menn i kvinneklær. Статья 1977 года. Немножечко для неологизма уже так не слишком ново, но в принципе еще допустимо. Особенно это, если учесть, что это словарь 12 или 10 года. Ну вот, в общем, доказательство того, что в норвежский язык драг-шоу, слово драг-шоу уже вошло. Если же мы говорим про родных, про маму, сестру, то вот здесь сложно сказать. Мне кажется, это такой, получается, секрет Полишинеля. Потому что, я думаю, сестра-то точно догадывается. Потому что же она жила со мной в одной квартире в течение года. И у меня постоянно рассыпались блестки, где-то стразы. Вот. Но мама, я думаю, все-таки не знает. Даже если... Потому что мама бы, отреагировала бы крайне плохо на это все. Потому что, не объяснишь ей всю эту философскую подоплеку, концепцию, почему я этим занимаюсь, для чего я трачу последние деньги вот в эти вот бабские тряпки. Хотя это не бабские тряпки, это вполне себе красивые театральные костюмы. Пока это не выведено на широкие экраны, и пока это не одобряется элитой или массами населения, я не могу маме сказать, чем я занимаюсь, поскольку она поймет меня не так. Если же сверху, государством хотя бы будут смягчены меры в отношении ЛГБТ в целом, то, может быть, ЛГБТ-составляющая, которая идет бок о бок с драгом, тоже была бы принимаема, постепенно принимаема поколениями следующими в России, тогда бы, конечно, это бы оказало свое какое-то целебное действие в целом и на наше искусство. Самое такое мое сокровенное желание — это действительно найти какую-то площадку, чтобы это было для всех, а не только, как правило, для тематической аудитории, чтобы все люди, в том числе даже дети, пришли на постановку, на целый драг-спектакль, где мы по-своему, без всяких пошлостей, поставили бы действительно что-то такое масштабное, и люди не знают нас с, может быть, какой-то другой стороны, или что мы не просто какие-то пошлячки вот в платьях в пол или там в трусиках. Нет, мы гораздо глубже и гораздо больше. Здесь такое платье, облегающее со шлейфом. Прикладывается вот так вот палитра, на липучку крепится шляпка, и вот так вот это развивается. Вот так. Такая королева рок-н-ролла.
Немножко Жанна Агузарова, «Будь со мной, всегда ты рядом». Оверсайзный пиджачок с, конечно, моим талисманом с Аленкой, с Лениным. С молодым Лениным и цветочком. Еще одно яркое платье из осколков профилактики, которое, собственно, принесло мне победу на конкурсе Russian Drag Queen 2020. Хоп! Пояс, яркие перчатки, тантенка, туфли. Диатез такой, олиповато, пестровато. Возьмем мою именную шапку картошки фри. Оп! Человек объедения. Если вы хотите, чтобы вы на пляже были замечены не только мужчинами и женщинами, но и чайками голодными, вам необходимы будут вот такие вот сосочки. Итак, которые могут быть использованы и как маленькая шляпка, и как и наплечник, кстати, очень даже ничего. Как это все делается? Это делается из подручных средств. В моем случае я люблю, чтобы сосочек держал форму. Как вы видите, он может выгнуться и вернуться в исходное положение. Это просто бифлекс, он твердый. Мой сосочек твердый. Почему? Потому что внутри пластмасс. Где вы берете пластмасс и вырезаете нужную форму? Из чего? Просто берется обыкновенная бутылка, не из-под воды, а лучше из-под, ну, это кондиционер, ополаскиватель для белья, либо там бутылочка пустая фейри, там тоже есть ровненькие поверхности. Конечно, когда заканчивается, вы не выбрасываете или сходите на помойку, пошарьтесь там, и вы найдете необходимые вам бутылочки. Конечно, придете домой, их помоете и вырезайте смело ту сторону, которая ровная. И потом на той стороне рисуйте фломастером ту форму, которая вам нужна. И, соответственно, нам нужно 1, 2, 3, 4, 5. 5 лепесточков. Вот. Ну, вначале все понятно. Любая швея, либо начинающая, либо уже с опытом поймет действия последующие. Вот. Пожалуйста, пользуйтесь на здоровье. Меня лечили от заикания, и в лечение входило обязательно рисование. Вот. Это логопед советовал именно так развивать речь, но я до сих пор заикаюсь, это не помогает, ну, возможно, наши российские вот логопеды так действуют, ну, на самом деле, вот таким образом я научился рисовать, а потом мама отдала меня в художку, мне всегда хотелось быть в музыкальной школе, ну, вот так вот сложилась жизнь. А русский юмор – это добрый юмор. Ну, он не такой, наверное, остроумный, как английский. Ну, у меня были времена, конечно же, все артисты проходят эту часть жизни, когда творчество замешано на пошлости. Ну, возможно, в моей внешности тоже мелькают нотки пошлости, но, тем не менее, номера у меня сейчас более тонкие, и зритель, видящий и слышащий, это понимает и хавает. Вообще, конечно, у нас люди закомплексованные очень, и несмотря на то, что приходят в клуб и хотят развлечься, а порой, когда я приезжаю на частные мероприятия, это убивает еще больше, заказывают шоу моего жанра, и
оно не воспринимается или воспринимается 50 на 50 или совсем не воспринимается, хотя его заказывают целенаправленно. Артисты же развивают общество. То, что мы видим, что нам предлагают, так и общество развивается. Сцена требует, жрать охота, надо как-то быть не просто в тренде, но и удивлять, быть даже где-то на километр впереди тренда, поэтому приходится что-то придумывать. Природа моя такова, что как только я что-то придумываю новое, то в тотчас я вижу на недели высокой моды не только в Москве, но и в других странах. Мне довелось познакомиться с Украиной. Это был просто невероятный опыт. Меня вначале пригласили туда на конкурс, а потом закрутилось, завертелось, и это такой невероятный народ, он веселый, он с нереальной душой и, главное, с чувством юмора. Наверное, меня на Украине за это и полюбили. В Молдову, в Кишинев мы ездили на конкурс. Один раз мы там были. Тоже прекрасный был конкурс, прекрасная организация. К сожалению, очень население Молдовы именно не ЛГБТ, а вообще на улицах было прям небезопасно. А у нас наши девочки любили похабалить, поэтому прям даже пару раз бегали по улице, они шли прогулочным шагом. Был гастрольный тур по Германии в 4 городах. Нормально принимали, я тогда была молодуха, там стройнуха. Так что все было хорошо. Времена были такие, это где-то 2005 год. Тогда во всем мире все просто жировали и фейерверки запускали. Везде было все отменно. А у нас сейчас все очень скромно на эстраде. У нас стараются не выбиваться из общего гарнизона этих летучих обезьян. И сейчас у нас стараются все пропагандируют традиционные отношения. Я тоже за традиции, за все натуральное. У меня на самом деле нет конкурентов. Есть просто у других артистов зависть и ненависть. А как выжить? Некоторые реально сосут энергию, и языки точат. Один начинающий тогда артист начал диалог со мной после моего номера, хотя он юморист, и шоу юмористическое, видимо, это было как ему послано в голову этот вопрос, пришел непонятно как. А вы кто? Он, она или оно? После этого я был лишен дара речи, я с трудом отвечал на вопросы, и этим не ограничилось, а посыпались оскорбления от двух ведущих этого шоу, хотя был один поскромнее, а другой дал жару. Зал это не воспринял, зато восприняла та артистка, которая была на сцене. И вот с таким настроением пришлось удалиться и попросить продюсера. Я
попросил, чтобы этот диалог не вышел, а только мой номер. У артиста вообще нет ни возраста, ни пола. Я считаю, что артист может в любом возрасте выйти и собрать аплодисменты, ну, не обязательно аплодисменты, но выйти он на сцену может в любом возрасте. И у меня есть знакомая стриптизерша, ей 45, и она все плясала, и ничего, и бабки рубила, и до сих пор пляшет. Сейчас ей уже больше. А что остается делать? Остается просто жить, делать то, что хочешь делать, и дарить это публике. Да, зритель всегда найдется. Почему нет? Bonjour tout le monde, je suis France Gaulle, après la Bretagne, bienvenue à Paris. Le drag depuis 4-5 ans connaît vraiment une explosion à Paris, donc c'est plus facile aujourd'hui en fait d'être drag queen qu'il y a quelques années où en fait c'était encore vraiment un art qui était niche, que les gens ne connaissaient vraiment pas. Et puis après en France, c'est vrai qu'on a une culture de tout ce qui est transformisme et cabaret qui n'est pas vraiment la même chose. Donc les gens ont plus l'habitude de voir ça en fait dans, voilà, justement dans des cabarets, au Moulin Rouge. Et donc il n'y a pas cette, cette culture en fait d'aller voir des drags dans un bar. Et ça c'est en train d'arriver en fait, c'est vraiment en train de se populariser en France et de se mainstreamiser un petit peu justement de par l'émission RuPaul Drag Race. Et j'ai la chance d'avoir surtout une mère et un frère qui m'ont énormément soutenu sur cette partie-là en fait, qui ont très vite compris, qui m'ont très vite accepté et qui m'ont vraiment aidé à m'épanouir et qui m'ont jamais jugé là-dessus. Maman Gaulle m'a déjà acheté une robe, elle m'a même acheté ces talons que je porte aujourd'hui. Donc oui, maintenant c'est vraiment devenu quelque chose qu'on partage assez régulièrement. Je lui partage mes looks, je lui envoie un petit peu mon quotidien quand je fais du drag. Donc c'est vraiment quelque chose qui a resserré les liens. Elle aime beaucoup mon personnage. Voilà, c'est... Même ma grand-mère a été un petit peu surprise au début, mais au final, elle a réussi vraiment à s'en amuser énormément. Donc c'est vraiment quelque chose qui est devenu complètement banal dans la famille maintenant. C'est « Ah bon, bah Antoine est encore en drag aujourd'hui. » Tu filmes? Rien. Tu filmes encore? Bah non. Je suis une star? Bah oui. Merci. Hein, mamie? Oui, c'est toi la star? Moi je mange. Oui, je vois ça. La première fois que ma mère m'a vue en drague, elle n'a pas bien compris parce que la première question qu'elle m'a posée c'est « Mais du coup, je vois que tu as fait une transformation assez poussée, est-ce que tu souhaites devenir une femme du coup ?» Donc bon, sur le coup, moi, j'ai eu explosé de rire au visage. Là, je me suis rendu compte aussi du gap générationnel, du fait que le drag, en fait, soulève beaucoup de questions, en fait, à laquelle la génération de nos parents n'ont pas forcément été ni sensibilisés, ni éduqués. Quand ma mère m'avait dit ça, ça m'a fait me rendre compte, en fait, que beaucoup de gens mélangent très souvent le drag, qui est un art scénique, la transidentité, qui n'a rien à voir, qui est vraiment une question d'identité de genre, ou même la sexualité tout simplement. Aujourd'hui, ma mère, elle a beaucoup appris en fait via mon expérience du drag. Pendant que nous tournons ce documentaire, nous sommes en pleine épidémie de Covid à Paris, donc évidemment les bars, les restaurants, les clubs sont tous fermés. Aujourd'hui, nous sommes devant le Petit Bain, qui est une péniche qui accueille nombre d'événements, et notamment j'ai mixé ici lors d'un marché drag and queer organisé par Ghost Electra. Et c'était vraiment une excellente expérience, que c'est vraiment un marché qui mélange l'artisanat autour du drag, donc les gens qui vont créer les perruques, le maquillage, voilà, toutes les techniques en fait qui sont autour du drag sont exposées en fait pour ce marché drag and queer. J'espère grandir en tout cas en tant que DJ et en tant que drag. Mais alors déjà entre quand j'ai commencé et aujourd'hui, je pensais que j'étais sublime à l'époque, mais j'étais moche comme tout. Et alors maintenant, c'est quand même un petit peu mieux au niveau du look. Et j'espère vraiment que mon personnage va continuer à me suivre et grandir avec moi. J'aimerais bien être aussi, je sais pas moi, pourquoi pas invité pour des événements prestigieux sur un tapis rouge avec une robe absolument sublime. On peut toujours rêver. Bienvenue dans ma chambre de jeune fille. Alors c'est ici que j'entrepose tous mes trésors qui font de France Gaulle une femme exceptionnelle.
Alors dans le dressing, vous avez la partie droite qui est la partie garçon pour Antoine, et à gauche, la caverne aux merveilles. Donc voilà, à la fin du reveal, vous avez une robe qui s'illumine. Donc c'est une tenue que j'ai créée en fait. La base du bustier, c'est quand j'étais étudiant en école de mode que je l'avais faite. Et j'ai ensuite dû rebroder par-dessus toutes les étoiles. J'ai dû lui constituer une traîne aux couleurs de la France du coup, parce que voilà, c'était la première fois que France Gaulle sortait, donc je voulais qu'elle ait une tenue aux couleurs du pays. Alors au niveau des années qui m'inspirent beaucoup, il y a évidemment les années 70, parce qu'il y avait vraiment une espèce de légèreté, il y avait tout un univers un petit peu floral, un petit peu passé, que j'aime vraiment beaucoup. Notamment si vous regardez dans le reste de la chambre, j'ai aussi beaucoup de Polaroid de ces années-là, parce que c'est vraiment une époque qui m'a toujours touchée, parce qu'elle est très nostalgique. Après France Gaulle, voilà, au niveau de son univers, elle a un peu une dualité, c'est-à-dire que des fois, elle va autant avoir ce côté un petit peu, soit un peu rétro, donc elle va voguer entre les 60, les 70, parfois même les 50. Et à côté de ça, elle va aussi avoir un côté un petit peu super-héroïne. C'est vraiment ce côté où d'un coup, tu as un espèce d'idéal de femme hyper féminine, guerrière, et surtout vraiment, voilà, cette blonde incroyable, et tous les regards sont rivés sur elle. C'est exactement comme ça que je me sens quand je suis France Gaulle. C'est ma petite Sailor Moon qui m'accompagne depuis très longtemps. Et du coup, effectivement, Sailor Moon, c'est vraiment un des premiers mangas qui est arrivé en France et qui était le manga où ça ne parlait que de filles qui se battaient, qui étaient enfin... la femme était enfin la guerrière, en fait. On n'était pas sur les garçons qui se foutent des pains. C'est quand même un des premiers... manga en fait qui était extrêmement avant-gardiste sur tout l'aspect LGBTQIA+, puisque dans Sailor Moon, vous avez des amours lesbiens, vous avez des amours gays, vous avez des personnages qui, de garçons, se transforment en guerrières femmes. Donc il y a aussi tout le côté où en fait l'auteur Naoko Takeuchi, elle a beaucoup joué avec le genre en fait. Le drag en fait, je pense qu'il provoque cette réaction chez les gens en général, mais tu la cherches aussi un petit peu, parce qu'en fait, il va vraiment remettre en avant et redonner de la visibilité en fait à tous ces gens qui sont malmenés par les normes de la société. Et parce que justement, il va questionner le genre, il va mettre en avant une sexualité qui avant était cachée, il va aussi mettre en avant tout simplement le féminin en fait. Quand tu fais du drag, en tout cas quand tu es drag queen, hein, pas king, mais quand tu es drag queen, tu crées un espèce d'idéal féminin, tu vas extrapoler vraiment une créature féminine que tu vas pousser au maximum. Et il y a beaucoup de gens qui ont un problème en fait avec le féminin dans le masculin. Et en général, j'ai tendance à dire que ces gens-là ont un problème avec le féminin tout court, voire avec les femmes. Le jour où vous décidez, entre guillemets, de faire du drag assez régulièrement, ça implique de la place, ça implique que vous allez avoir plein de fringues en plus dans votre garde-robe, ça implique que vous avez toute une logistique de maquillage, de préparation, de rétro-planning, de tout un travail autour de l'image qui prend du temps. Et c'est vrai que cette logistique-là, c'est pas... Comment dire ça peut être un frein, en fait, dans votre vie amoureuse. Ça peut être vraiment quelque chose qui n'est pas forcément, accepté par l'autre. Le fait de sentir que la personne qui t'aime, en fait, elle n'est pas complètement à l'aise avec ça, que au final, c'est lui qui t'a fait découvrir RuPaul, par exemple, mais que lorsque le jour où toi tu le fais, on va dire, il commence à dire « Ah bah ouais, mais j'aime pas trop que tu te rases la barbe » ou j'aimerais bien que tu fasses ça une fois tous les 3 mois, pas plus. Moi, je me suis dit, mais alors attends, c'est censé être la personne qui m'aime qui me dit ça, en fait, et c'est pas normal, en fait. Moi, au bout d'un moment, j'avais besoin de me dire, ok, je dois pouvoir être ok avec moi-même et avec ça à 100%, en fait. J'ai pas envie de devoir faire de concessions. Je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi et qui m'a permis d'être heureux sur plein d'aspects. Et du coup, voilà, c'est effectivement maintenant quelque chose qui fait partie de ma vie, mais ça fait aussi un filtre, tout simplement. Maintenant, quand sur les applis de rencontre, je vois un mec qui écrit pas de mec efféminé, pas de folle ou pas de princesse, bah en fait, je le dégage tout de suite. Au moins, je me dis que c'est clairement un mec qui n'est pas fait pour moi et que c'est encore un mec qui a beaucoup de travail à faire sur lui pour comprendre qu'il n'y a aucun problème avec ça, en fait.
Actuellement, à Paris, je pense que les drags qui vivent pleinement de leur art, je pense qu'ils se comptent vraiment sur les doigts de la main. Et c'est vraiment difficile de vivre du drag parce que déjà, il n'y a pas beaucoup de gens qui proposent des bookings rémunérés. Aujourd'hui, comme certaines professions aussi, mais je pense notamment aux artistes et même parfois aux graphistes qui ont du mal à se faire payer. En fait, ce que les gens disent, oui, mais c'est un métier de passion, donc forcément, voilà, tu fais ça pour t'éclater, donc ça sert à rien que tu sois payé. En fait, non. Alors, je suis pas du tout d'accord avec cette vision-là parce que le drag, c'est un énorme travail. C'est un travail de préparation en amont, c'est un travail de recherche. T'as aussi quand même, t'es attendu en fait. Quand une drague, elle commence aussi à avoir un peu de notoriété, elle est un peu attendue. Il faut que ton look, il tienne la route. Il faut que ce que tu proposes sur scène tienne la route. Donc en fait, il y a vraiment, c'est un énorme travail en fait. Et moi, je suis vraiment quelqu'un. Je pense que tout travail mérite salaire. Je ne suis pas d'accord avec le fait que il faut pas payer les dragues. C'est gravissime de penser comme ça. Il faut payer les artistes de nuit, il faut payer les performeurs, à même titre qu'on paye des DJ, qu'on paye des barman. En fait, une drague, elle travaille dur et donc en fait, elle doit être payée. По моим наблюдениям, большинство драг-артистов почему-то закладывали в основу, в базис для своего персонажа какую-то вульгарность, пошлость и скабрезности. Мне же подумалось, почему нельзя сделать что-то такое наоборот, антисексуальное, асексуальное, фригидное. Мне показалось, что время пришло создать вот такого персонажа Фригиду, которая на самом деле со временем стала окунаться и в фэшн, и ударяться, например, в какое-то жуткое фричество. То есть получился такой в итоге калейдоскопический образ, как я говорю, человека-переливашки. Я артист клуба «Центральная станция», город Москва. Пожалуй, самого большого клуба в стране. Каждый артист, русский, европейский, американский, выбирает себе тот или иной жанр, драга развивается, работает в нем, и это потрясающе. То есть, если 15 лет назад, допустим, 15-20 лет назад можно было сказать, что русские артистки работали в жанре классического травести-шоу, то есть пытались максимально выглядеть как женщина, при этом во всем спектре проявления таланта от какой-то там секси-дивы до развеселой комедиантки, то сейчас появилось множество артистов как в инстаграм-пространстве, так и на сцене ночных клубов, которые активно экспериментируют своим образом и на западный манер, как-то пытаясь вобрать в себя все лучшее из, например, театральной жизни, в частности. Господи, все, уже все, как всегда. Юбка вся в креме, вся в тональнике, во всем, чем только можно измазано, а скоро выходить. Вот, в частности, богатые истории русского театра и так далее. Ребят, ну все, хватит разглагольствовать, сейчас давайте приступим непосредственно к последним деталям, завершающим. Нужно понять, какие клипсы подойдут к этому образу. Или, может, вообще без клипс. Сейчас, подождите. Нет, какие-то однозначно нужны. Такие? Или нет? Но эти, мне кажется, слишком какие-то. Я их недавно сам сделал. Они, конечно, красивые. Немножко, мне кажется, не из этой истории совершенно. Ну, или можно взять винтажные, оригинальные клипсы. Ну, я, наверное, остановлюсь на них, они мне больше просто нравятся и подходят под настроение. И еще нужно какую-то брошку вот сюда, мне кажется, будет красиво. Так, раз, два. Так. И брошь сейчас асимметричненько куда-нибудь.
Salut, c'est Messandre à nouveau. Et nous sommes maintenant à la Folie, à partir de la Villette. Et nous sommes ici pour le Bingo Drag Apéro. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que le drag en soi devrait être considéré comme quelque chose de militant déjà pour se maquiller, pour s'habiller, pour briser les codes de gens, soi-disant. C'est quelque chose en soi qui est un peu assez militant. Alors qu'il y a souvent des gens qui ne se considèrent pas vraiment militants, dans le cas où ils se disent pas des mots, oui, le sexisme c'est mauvais, l'homophobie c'est mauvais, le racisme c'est mauvais, mais il y a quand même beaucoup de drag queens et de drag kings qui dénoncent régulièrement via leur performance, via leur plateforme, le racisme, l'homophobie, le sexisme, la transphobie. Il y a aussi le fait que parfois au Drag Bingo Apéro, à la Folie, il y a souvent des invitations pour des associations qui soutiennent différentes causes. Par exemple, ce soir, je pense qu'il va y avoir une association de la langue signe française. Et il y avait avant une association pour les travailleurs de sexe et les travailleuses de sexe. Après ça, il y a aussi, chaque année, il y a la Citraction où les drag queens et drag kings, j'imagine aussi, vont partout dans les villes pour demander des dons pour le sida et pour l'association de SIDAction. Je pense que le drag, c'est vraiment une chose de militante, et même si on n'est pas militante, si on fait drag, et je pense que si on fait du bon drag, soi-disant, on va devenir et on va finir par être un peu plus militant qu'on était avant. Nous sommes ici pour un drag bingo. En fait, c'est un bingo, oui, le jeu pour les vieux, mais en fait présenté par les drag queens. Du coup, c'est-à-dire que c'est plus trop comme bingo de tous les genres. Le bingo en général, c'est une chose, je ne veux pas dire appropriée, mais en fait, il y a beaucoup de drag qui font le bingo, pas forcément à Paris, mais enfin, partout dans le monde. On associe souvent les drag queens et le bingo. Pourquoi? Je ne saurais pas te dire, mais on est content quand même que ça existe. Comment ça se passe? Alors, ça se passe comme des bingos de tous les jours. Enfin, on arrive, on prend un carton avec des numéros. Ensuite, il y a les drag queens qui annoncent les numéros. Ensuite, on marque si nous avons ce numéro ou pas. Et à la fin, on peut gagner un petit lot, un petit surprise. Enfin, c'est souvent des choses bêtes et pas trop. Enfin, ça va pas être de l'argent ou genre un montre Louis Vuitton, mais ça va être quelque chose d'intéressant. Ce qui est bien aussi avec le drag, c'est que ça peut être le bingo, ça peut être des performances habituelles, le lip-sync, du chant, du stand-up comme moi je fais, mais on peut aussi avoir des autres choses ludiques comme le brunch. Il y a une queen avec qui j'ai eu le plaisir de présenter un bingo, Catherine Pinot Noir, qui va faire un dicté. Donc il n'y a pas de limite avec les choses qu'on peut faire vraiment avec le drag. C'est vraiment cool. Je pense que c'est moins intéressant quand c'est quelque chose qui est attendu de nous, alors que quand moi je fais mon maquillage, c'est vraiment pour dire un doigt d'honneur, pour donner un doigt d'honneur à la société parfois. Ou parce que c'est joli en fait, qui n'aime pas les couleurs. Эпатаж ради эпатажа нет. Эпатаж уже в рамках какого-то акционизма или какого-то перформанса, конечно же, да. Всегда интересно расширить грани сознания человека, показать ему, что можно же так. Une personne qui fait du drag, c'est une personne comme les autres, c'est une personne qui est passionnée, c'est une personne qui a beaucoup de personnalité, c'est une personne qui sait prendre des risques. Травести-артист, он должен уметь импровизировать, и от него должно исходить
тепло, дружелюбие, и он должен быть искренним. Быть может, он должен врать на сцене, но это должно подкупать своей теплотою. Moi, ce que j'aime, c'est de provoquer un petit peu voilà, du rire ou de l'émotion chez les gens, mais j'essaye aussi que ce soit un petit peu intelligent, entre guillemets. C'est cool de faire rêver, c'est cool les paillettes, c'est cool la danse, c'est génial, mais c'est encore mieux quand vous faites passer un message. Je trouve que du coup, ça rend les performances encore plus fortes. В моем случае лучше выходить грустным на сцену, а уходить со сцены веселым. Это мой вариант. RuPaul проповедует до сих пор свою истину. Мы родились голыми, все остальное драг. Драг — это широкое поле для экспериментов. А уж кем вы захотите стать на этом поле, решайте вы сами.